Nous recevons France Brel, que l'on voit beaucoup un petit peu partout à la télévision, à la radio, qui présente un livre sur son père. Donc on va un petit peu en parler, on parlera un petit peu de tout. Mais ce livre, tout d'abord, c'est un livre en plus des autres ou qui a vraiment une différence par rapport à tout ce qui a été fait sur Jacques Brel, surtout cette année. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup sur mon père ces derniers temps. Le livre en question est un livre que j'ai co-signé aux éditions Solar avec André Salé. Et ce livre, en fait, n'est pas du tout un livre biographique. C'est un livre qui parle de l'héritage de mon père, à savoir ses chansons. Alors, les chansons sont présentées dans un contexte historique, puisqu'en fait, l'idée du livre, c'est de présenter chaque 33 tours, et là, je fais déjà une exception, puisqu'il y a un 78 tours, en fait, qui est présenté tout au début, puisque mon père a commencé par un 78 tours. Donc, tous les enregistrements, 33 tours, 25 centimètres, qui sont sortis à l'époque. Et on a repris les chansons, et alors, je ne vais pas dire qu'on a fait une analyse de chansons, mais vous savez, sur des chansons, on a des anecdotes, on a des références, que ce soit à l'enregistrement, à la création, à la conception, et c'est un petit peu la présentation de ces chansons, de toutes ces chansons, même les inédites. Dans ce sens, c'est vrai qu'il y a des chansons qui n'ont pas été entre guillemets livrées au public, et ce livre permet donc de voir des textes qui sortent un petit peu de la ligne des grands classiques de mon père. Mais on peut aussi très bien considérer que c'est un livre en plus. Alors vous êtes trois sœurs, pourquoi vous, parmi les trois, avez décidé de faire ce livre? J'en sais rien. Ah, de faire le livre. Oui, le livre. Ah non, mais voilà, oui, parce que là, il y a deux choses différentes. Si j'ai décidé de parler de mon père, c'est parce que c'est vrai que moi, j'éprouve beaucoup de plaisir à en parler, que ça ne me dérange pas, et que, bon, en me trouvant en face de personnes qui sont des admirateurs de mon père, eh bien, ça me dérange pas du tout d'entrer dans une conversation avec eux. Ça, c'est un premier point. Et quant au livre, je pense que les éditions Solar m'ont contacté parce que je travaillais depuis quelques années maintenant à la Fondation Brel à Bruxelles. Et vos deux autres sœurs en pensent quoi? Elles ont suivi, elles vous aident ou elles ont vraiment mis ça à part? Non, elles sont tout à fait extérieures, elles sont tout à fait indépendantes de ça. C'est vrai que mes deux sœurs font partie de la fondation à titre de membres fondateurs, parce que pour moi c'était important, si vous voulez, qu'il y ait une entente familiale par rapport à ça, mais elles ont des vies totalement différentes. Et votre mère? Ma mère, je la vois plus souvent parce que je travaille un petit peu plus avec elle, et elle est aussi administrateur dans la fondation Brel. C'est encore inédite de Jacques Brel. J'entendais l'autre fois une chanson sur la débâcle, qui est passée sur France Inter. Sur la débâcle en 40. Mai 40, oui. Ouais, mai 40. Oui. Combien de chansons sont inédites et est-ce qu'on a espoir de les voir sortir? Alors, la chanson dont vous parlez là, Mai 40, est une des chansons inédites de 1977. Je fais une différence puisqu'il y a également ce qu'on appelle les chansons inédites de 1953, qui sont d'autres chansons encore. Mais les chansons inédites de 77, je pourrais absolument pas vous dire si elles sortiront un jour, parce que les personnes qui ont co-signé ces chansons avec mon père, c'est-à-dire les personnes qui ont fait la musique, à savoir François Robert et Gérard Joannest, ne sont pas d'accord sur le fait de les sortir. Et la maison Polygram non plus. Et comme mon père est sous contrat dans cette maison-là jusqu'en 2030, nous avons le temps de voir venir. C'est toujours sous contrat jusqu'en 2030. Oui. Très bien. Je voudrais savoir, par rapport à l'enquête que vous avez menée pour faire ce livre, est-ce que vous avez appris des choses sur votre père que vous ne connaissiez pas, ou est-ce que vous avez appris justement par ce livre des choses tout à fait nouvelles? Oui, mais ça, on en apprend tous les jours. C'est vrai que quand on se penche un petit peu sur les choses, il y a des choses très intéressantes. Je prends la chanson Quand on a que l'amour. Bon, mais Quand on a que l'amour, moi, je connaissais une version, entre guillemets, de Quand on a que l'amour, où mon père a présenté un jour cette chanson devant la maison de production Philips et où il avait fait un tabac en 1956. Et c'est vrai qu'il y a d'autres versions quant à la première version de cette chanson de Quand on a que l'amour. Alors bon, ben là, on apprend un petit peu les choses, mais il faut pas oublier un fait important, c'est qu'avec le temps, les gens oublient, les gens déforment, et que c'est pas toujours facile de devoir trancher pour essayer de retrouver ce qui s'est passé en réalité, c'est vrai. Beaucoup de gens vous ont aidé. Beaucoup de gens m'ont... Vous ont aidé, vous avez rencontré beaucoup de gens. Oui, alors, mais ça, c'était le travail d'André Salé. Parce que, André Salé, lui, était sur Paris, il a voyagé. Moi, j'avais déjà d'autres contacts avec d'autres personnes. Je pense notamment à Jean Corty, dont il y a un témoignage dans le livre, et qui est un accordéoniste de mon père. Là, c'est vrai que j'avais déjà d'autres échos. Et puis, mes souvenirs d'enfance, et d'adolescence, c'est vrai, et de tout ce que j'avais entendu dans les conversations. Donc, c'était une autre approche. Je crois que c'était assez intéressant
intéressant parce que André Salé est un monsieur qui s'est beaucoup occupé de chansons françaises quand il était présentateur à RTL Radio Belgique. Et c'est vrai qu'il n'a pas rencontré mon père, donc il a pensé à ce livre d'une manière très extérieure, moi d'une manière très intérieure, bien évidemment, parce qu'il y a toute la subjectivité qui était là. Et bon, il y a deux, je crois que ça a fait un mariage assez intéressant. Pouvez nous parler un petit peu de votre père par rapport à vous et à vos sœurs quand vous étiez petite, ce qu'il faisait avec vous? Est-ce qu'il était un père attentif? Est-ce que c'était quelqu'un qui était assez famille ou vraiment deux choses à part, famille et spectacle? Famille et spectacle, c'était très, très, très séparé. Mais quand il était avec nous, il restait famille, mais sans pour ça être ce qu'on pourrait appeler un père attentif. C'était pas tout à fait l'adjectif qui lui convenait. Mais c'était un père qui était très présent par l'idée, mais d'abord par sa personnalité. Je veux dire que quand il était quelque part, d'abord ça s'entendait, ça se voyait, c'était un monsieur qui déplaçait de l'air. Donc il avait une forte personnalité et c'est vrai qu'il fallait que les choses tournent un petit peu comme lui l'entendait. Et c'est vrai aussi qu'on peut considérer que mon père était plutôt un père autoritaire. D'un autre côté, c'est vrai qu'on ne le voyait pas souvent, mais que c'était un homme qui allait à l'essentiel. Oui, alors on parlait un petit peu de votre enfance avec votre père. Est-ce que vous et vos sœurs avez eu un petit peu conscience de la popularité de votre père? Est-ce que vous avez conscience de tout ce qui se passait autour de vous? Ou vraiment c'était papa va travailler et nous on va à l'école? C'était pas aussi simple que ça, quand même, parce que même si à la maison, c'est vrai, nous n'étions pas élevés dans un climat de vedettariat intense, et Dieu merci, c'est vrai qu'à l'école, il y a toujours des copains ou des copines qui sont là pour vous rappeler que notre père n'était pas pharmacien. Mais d'un autre côté, c'est vrai que mon père n'était lui-même pas très, très, très attentif à ce qu'on pourrait appeler son rapport avec le public. Donc c'était un homme qui vivait d'une certaine façon parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Et c'était un homme qui n'accordait pas beaucoup d'importance s'il réussissait ou non sa vie, je veux dire. Il n'accordait pas beaucoup d'importance au fait qu'il avait beaucoup d'impact sur les gens. C'est quelque chose qui ne lui tournait absolument pas la tête et je crois que même à la limite qu'il s'en rendait pas tellement compte. Vous avez des souvenirs d'enfance, par exemple, si vous fermez les yeux, et est-ce qu'il y a une image qui vient en premier, quelque chose qui vous revient souvent? Oui, ses yeux. Ses yeux, c'est un souvenir et une manière de marcher. Il marchait comme un canard. Quelque chose qui vous disait aussi, particulier? Ils n'arrêtent pas de rigoler à côté de moi. Question tout à fait personnelle. Quels sont vos rapports, par exemple, que vous avez maintenant ou que vous avez eu avec Madly, sa dernière compagne? Est-ce que vous avez discuté, par exemple, pour faire ce livre? André Salé l'a rencontré, oui. Mais oui, d'autant plus que Madly était tout à fait présente d'abord, et puis elle était tout à fait présente au moment de la création du dernier disque aux Îles Marquises en 77. Donc c'est absolument indispensable de la rencontrer, c'est clair. Et vous, personnellement, vous ne l'avez pas rencontrée? Non, moi j'ai voyagé avec elle au moment quand mon père était encore en vie, quand on avait traversé l'Atlantique, mais après on n'a plus eu de rapport, non. Il n'y a jamais eu de suivi ou de la rencontre? Dans toutes les chansons, vous avez une chanson préférée, une chanson qui vous tient plus à cœur que les autres? Ça dépend des moments, ça dépend des jours, ça dépend si je suis de bonne humeur, de mauvaise humeur, si je suis amoureuse, si je suis triste, si je suis révoltée. Et c'est vrai que j'ai un lot de chansons que j'aime bien. Ça va de J'arrive à Jeff, au plat pays, ça dépend un petit peu de mon humeur. Mais ça, je crois que c'est un petit peu pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des chansons qu'il a écrites par rapport à sa famille? Est-ce qu'il a des chansons qu'il a écrites en pensant à sa famille? Je crois qu'il y a une chanson vraiment où il y a une grande couleur familiale, c'est la chanson qui s'appelle Isabelle, et qui est une chanson qui, son nom l'indique, est tout à fait en hommage, si vous voulez, à ma petite sœur au moment de sa naissance en 1958. Est-ce que par rapport à l'étude que vous avez faite sur toutes ces chansons, est-ce que vous avez découvert un petit peu comment il écrivait, comment il fonctionnait dans sa tête? Est-ce qu'il écrivait vraiment... C'est pas à l'occasion de ce livre-là que j'ai compris certaines choses en ce qui concerne son travail. C'est à quelle occasion? Avec le temps. Avec le temps, en discutant avec les gens et en me posant moi-même 2-3 questions. Et alors, la réponse? La réponse était que c'était un homme qui travaillait en plusieurs séquences, si je puis dire. La première séquence, c'est qu'il avait absolument besoin des autres et de rencontrer des gens pour écrire ses chansons. Donc il avait vraiment besoin de s'imbiber des gens qu'il rencontrait, et Dieu sait s'il en a rencontré. Et alors il englobait tout ça et il notait plein de petites phrases et d'expressions sur un cahier. Et puis le jour venu où il décidait de passer à la création d'une chanson, il restait alors très solitaire et il travaillait seul la finition des chansons.
Et là, alors, il fallait vraiment l'isolement total, alors qu'au départ, il avait fallu vraiment toujours cette idée de mouvement. Je crois que l'idée de mouvement chez mon père est très importante. C'était quelqu'un qui vraiment avait la notion de la création quand il était en mouvement. Donc, c'est pas du tout par hasard si mon père était quelqu'un qui pouvait pas rester 3 jours de suite à la même place. C'est quelqu'un qui devait tout le temps se convaincre qu'il était un nomade. Et c'est vrai aussi qu'il a passé pas mal de temps à tenter de convaincre les autres hommes qu'ils étaient des nomades aussi. Mais ça, c'est un autre problème. Donc, la notion de mouvement, c'est important chez lui. Et tout d'un coup, la notion de perfection pour terminer un texte et pour choisir un mot. Et ensuite, on passait au stade de la présentation de la chanson, si vous voulez, devant le public. Parce qu'à l'inverse de maintenant, la chanson était d'abord présentée au public avant d'être sélectionnée pour un éventuel enregistrement. Et quand le public, entre guillemets, avait accepté la chanson, si les applaudissements avaient été assez fourni suite à la présentation de la chanson, il l'adoptait en la changeant éventuellement encore dans son tempo, dans sa rythmique, pour un enregistrement. Et pour lui, c'était plus dur d'écrire ou de passer devant le public? Je crois que c'est devant le public qu'il était le plus... Oui, je crois aussi, de sensibilité. Oui. Je crois qu'il était souvent très très malade avant de passer sur scène. C'est pas une question d'être malade, c'est la peur au ventre qui donne des états seconds dans le physique. C'est pas une question de maladie, je pense pas. C'est une question de sensibilité qui fait que le corps, il veut pas. C'est vrai qu'il vomissait avant d'entrer en scène. Oui, oui, c'est vraiment... pour lui, c'était quelque chose de dramatique. Ouais. Alors, cette semaine, ce week-end dernier, bon, vous y intéressez pas ou vous y intéressez, je sais pas, le dernier album, 15 ans d'amour, est numéro 1 du top 30. J'ai vu ça, oui. C'est quelque chose qui vous fait plaisir ou... Bon, ça fait quelque chose quand même. Bon, pour reprendre une de ces expressions, je vais pas me relever la nuit pour écouter le disque et me dire qu'il est premier au top 30, mais c'est vrai que c'est assez étonnant. Ça m'étonne. C'est-à-dire qu'il y a lui en ce moment, puis Edith Piaf. Donc tous les deux, Ouais. en ce moment, tous les charteurs, comme on peut dire, et c'est assez impressionnant devant tous ceux qui sont d'habitude. Et là, c'est Jacques Brel. Oui. Et vous pensez que dans 10 ans, ça sera toujours lui, numéro 1 Absolument pas, non. Je pense pas. Ben, vous savez, moi, vous m'auriez posé la question il y a 10 ans, je vous aurais dit, je pense pas. Je crois qu'il vaut mieux rien dire et laisser faire les choses et surtout rester étonné. Est-ce que vous pensez, là c'est une question un petit peu plus dure, est-ce que vous pensez avec tout ce qui s'est fait et ce qui se fera dans l'année, en tant que France Brel, les mauvaises langues vous disent, tiens, c'est de la récupération? Mais les mauvaises langues, elles sont là pour parler. Moi, c'est vrai que je passe plus de temps à faire des choses qu'à parler, c'est vrai. Mais ça, c'est inévitable. Je veux dire que dans la mesure où on prend le risque de faire des choses, d'entreprendre des choses, il est absolument inévitable que des gens ne soient pas d'accord avec ce que vous faites. Ça fait partie du truc, ça. C'est vrai. Alors, c'est vrai aussi que c'est ce nom-là que je porte. Peut-être que ça plaît pas à tout le monde. C'est tout à fait normal. Moi aussi, il y a des gens que je préfère, puis il y a des gens que j'aime moins. C'est pas parce que tout d'un coup on porte un nom qu'on devient comme ça hors de portée des autres. Il faut pas oublier une chose de toute façon, c'est que tout ça reste très humain et que même mon père de son vivant n'a pas reçu toute l'unanimité du public ni des gens du métier. C'est inévitable. Alors il existe la Fondation Jacques Brel. En province, on la connaît un peu moins. Est-ce que vous pouvez nous en parler et savoir comment elle fonctionne et à quoi elle sert? Oui. Alors la Fondation Brel, elle est née en plusieurs temps, encore une fois. Elle est née d'abord en 1981 à Bruxelles et son premier objectif a été de rassembler tous les documents par rapport à mon père. C'est pour ça que ce livre, effectivement, qui vient de sortir, est un livre dans lequel je suis depuis longtemps, puisqu'on a pas mal de documents. Donc c'est une grande médiathèque à Bruxelles sur l'œuvre de mon père. Alors c'est un endroit où on rassemble les inédits, tous les films bien sûr, les émissions radio, les émissions télévision, et puis tous les spectacles qui ont lieu autour de lui. Et ça va jusqu'à des parutions de thèses qui ont lieu dans le monde entier, comme l'œuvre intégrale en langue russe qui vient de sortir de l'ensemble des chansons de mon père. Donc c'est vraiment très 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 vaste. Et ça c'est le côté document archive. Alors au-delà de cette médiathèque, à l'occasion du 10e anniversaire justement de la disparition de mon père cette année, et suite à de nombreuses demandes de gens qui nous contactaient là-bas au centre à Bruxelles, nous avons décidé de prendre une orientation à but humanitaire. Et pour reprendre l'une de ces phrases que nous avons mis en exergue d'ailleurs dans le dossier de presse, le talent c'est avoir envie de faire quelque chose, nous nous sommes dit qu'avec le nom de Brel, il fallait peut-être s'impliquer un petit peu plus davantage, parce que bon, la chanson c'est une chose, mais moi quand je posais la question de mon père de savoir quel était son métier, il me disait avant d'être chanteur qu'il était un aventurier. Et je crois que c'est quelqu'un qui entreprenait des choses, qui avait envie tout le temps d'être en mouvement et d'avoir des projets.
Et nous avons donc décidé de devenir une fondation à but humanitaire qui a pour objectif de récolter des fonds pour soutenir des projets dans des domaines d'intervention différents qui vont de la recherche biomédicale au social en passant par le culturel. Et notre première action cette année, elle est en collaboration avec la Fondation pour la recherche médicale et notre intention est de récolter des fonds pour créer des bourses pour des jeunes chercheurs en cancérologie. Voilà. Très bien. Une dernière question. Vous suivez un petit peu, donc on parlait tout à l'heure du top 30. Jacques Brel, c'était une époque, nous en sommes dans une autre. Est-ce que vous pensez qu'il y a des chanteurs ou qu'il va y avoir quelques jeunes qui peuvent arriver au talent de Jacques Brel, de votre père? Je sais que votre mère a donné un nom, je vois si vous donnez le même. Eh bien, comme quoi nous ne nous sommes pas concertés, moi je ne vous donnerai surtout pas de nom. Elle a parlé de Florent Pagny. Oui. Qui avait un caractère, qui avait une façon de faire, de chanter un petit peu dans la tradition de votre père. Oui, moi je ne dis pas de nom. De nom, je veux dire, je ne cite personne parce que c'est trop dangereux. Je veux dire, c'est à la fois trop dangereux et trop facile. Et je crois qu'à la limite, si je devais dire à quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la lignée de Jacques Brel, d'abord, je serais la dernière personne à pouvoir le dire, primo. Et deuxièmement, il serait peut-être pas chanteur. Parce que bon, le talent, qu'est-ce que ça veut dire? Une manière de chanter ses chansons, qu'est-ce que ça veut dire? Si Jacques Brel arrivait maintenant avec ses chansons, peut-être qu'il apporterait des synthés et un ton beaucoup plus rock à ses chansons. On n'en sait absolument rien. Donc moi, je suis plus pour dire, il y a certainement des Jacques Brel, mais qui sont peut-être des gars qui sont en train de gravir l'Everest, ou bien qui sont des gars qui sont en train de faire des expéditions dans le pôle Nord ou dans le pôle Sud. Pas spécialement la chanson, dans une autre discipline. Brel, pour moi, c'est plus une manière de voir les choses, une manière de travailler, une manière d'exister et de ne pas accepter les compromis. Mais bon, il se fait que dans son existence, c'est vrai qu'il a touché à la chanson, mais c'est une partie de sa vie. Dernière question, si à votre avis on lui dit, par exemple, Jacques Brel, on fait ta disparition, qu'est-ce qu'il aurait dit? Alors bon, encore une fois, c'est difficile à dire, hein, vous êtes d'accord avec moi? Bon, parce que si vous étiez le fils de Jacques Brel et que je vous pose cette question, vous seriez très embarrassé, on est bien d'accord. Alors bon, je le suis. Mais connaissant le personnage, si je puis dire, avec les petits éléments que j'ai, moi je dirais d'abord que bien évidemment, il serait agacé en disant « Qu'est-ce que c'est que tout ce tintouin encore autour de moi ?» C'est sûr. Et puis, je pense que après la 3e ou la 4e bière, il y aurait peut-être quand même, non pas un fond de vanité, parce que le mot vanité est peut-être un peu trop lourd pour lui, mais je crois qu'il serait quand même content, parce que c'était un homme qui était sensible à un retour de générosité. Et je crois fondamentalement que